Bienvenue, vous écoutez Azimut. Ici, on parle orientation avec les parents qui s'intéressent à l'orientation scolaire de leurs ados. Azimut s'appuie sur des dizaines de spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus, classés par rubrique et par situation, sur notre site azimut-orientation.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Vous recevrez ainsi les informations de mise à jour et de l'actualité de l'orientation. Bonne écoute. Bonjour Simon. Bonjour Perrine, merci. Alors vous allez peut-être entendre des mouettes, et pourtant on est en plein Paris, fin janvier, sur un toit-terrasse incroyable. Donc voilà le contexte, mais on est là pour parler de choses sérieuses. Peut-être Simon, tu pourrais commencer par te présenter et puis ensuite on va parler de la classe préparatoire. Bien sûr, merci beaucoup de me recevoir sur le podcast. On est ravis d'être là sur cette belle terrasse. Donc moi je m'appelle Simon Chaussande. Je suis encore étudiant puisque je suis en fin d'études. Je suis en double diplôme X, un polytechnique HEC. J'ai intégré HEC en 2019 et pendant ma classe préparatoire, j'ai rencontré David Coll, qui était mon professeur d'économie, avec qui je me suis associé en 2022 pour créer WADE, qui est donc une nouvelle classe préparatoire ECG pour le moment uniquement, donc spécialisée dans les concours pour les écoles de commerce. On a créé WADE en 2022 avec plusieurs convictions qu'on pouvait faire les choses mieux et différemment en ce qui concerne la classe préparatoire. Alors à plusieurs égards, la première chose c'est qu'en classe préparatoire, il y a dans le parcours type classe préparatoire, grande école, il y a plusieurs ruptures qui sont parfois assez brutales. Donc il y en a une première qui est lycée et classe prépa, mais bon, ce qui fait souvent du bien et c'est souvent le but de cette filière, c'est aussi de réélever le niveau d'exigence. Mais c'est une première rupture qu'on va chercher nous d'une certaine manière à atténuer par plusieurs moyens. Il y a une rupture aussi qui est parfois beaucoup plus douloureuse qui est classe prépa école, une fois qu'on a intégré et qu'on a passé le concours et qu'on intègre les grandes écoles au bout de 2 ans, et là en fait on a une baisse du niveau d'intensité, du niveau d'accompagnement, du niveau de stimulation intellectuelle, parce qu'en fait là, les grandes écoles apportent quelque chose qui est tout autre, qui est de la professionnalisation, une approche sur d'autres matières qu'on ne voit pas en classe préparatoire, mais parfois ça peut être très dur pour les étudiants qui ont été très stimulés en maths, en philo, etc. Donc ça aussi on vient aider nos étudiants à anticiper ça et à les accompagner dans la durée. Et ensuite une transition école monde du travail qui est peut-être de plus en plus douloureuse ou brutale pour les jeunes générations. Donc moi je suis passé par ce parcours, donc je voyais bien un peu les différents écueils et donc on avait la conviction qu'en ce qui concerne les classes prépa et en particulier les classes prépa privées, il y avait des tendances sur ce qui existe qui ne nous allaient pas du tout en termes de transparence, puisque la totalité des classes prépa privées hors contrat ne communiquaient pas leurs résultats de manière transparente, avaient des effectifs qui avaient tendance à gonfler, et donc on se disait qu'on voulait remettre un peu si je me permet l'expression, l'église au centre du village, en disant voilà, on va faire quelque chose qui soit complètement aligné avec nos valeurs, qui nous ressemble et en même temps super efficace, avec donc l'ambition d'être très vite une des meilleures prépas, ce qui s'est avéré être une ambition plutôt, en tout cas une bonne projection, puisque dès notre première année on a eu l'année dernière des premiers résultats qui était très bon, puisqu'on est classé 12e classe prépa de notre première année, donc on a l'ambition de faire mieux cette année. J'espère que je m'avance pas trop, mais normalement on travaille pour. Il y a donc 67% de nos étudiants de deuxième année qui ont intégré une école du top 3, donc HEC, ESSEC, ESCP. Donc voilà en ce qui concerne la petite intro. Pour avoir d'aussi bons résultats, est-ce que le moyen, c'est pas de recruter juste les meilleurs candidats, ou est-ce que vous faites d'autres choses pour justement booster leur obtention d'école post-prépa ? Le meilleur moyen, c'est surtout de recruter non pas les meilleurs candidats, mais les meilleurs profs. Les meilleurs candidats, naturellement, ils vont aller dans des prépas historiques qui ont en plus l'avantage d'être gratuites, donc ça on ne peut pas leur en vouloir. Donc ils sont les historiques, Henri IV, Louis le Grand. Donc ça, les meilleurs vont là-bas, et c'est ceux qui, j'ai envie de dire, n'ont pas besoin qu'on les accompagne à la limite. Nous, on va récupérer donc des étudiants qui sont à la fois très bons, mais surtout très motivés. Donc nous, ça fait aussi partie de notre processus de recrutement. On est hors Parcoursup, on recrute après un long entretien de quasiment 1 heure parfois, dans lequel on va voir les motivations de l'étudiant et aussi déceler le potentiel de marge de progression. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lycéens qui
en fait ont la possibilité d'appuyer sur la pédale, si je puis me permettre, en fin de lycée, qui ne se donnent pas forcément la pleine puissance de leur capacité, que ça se reflète sur leurs notes, de fait, sur leurs résultats, avec soit des résultats en dents de scie, soit des résultats qui en fait ne commencent qu'à monter à partir du moment où l'étudiant ou l'étudiante a pris conscience que ah oui, il y avait Parcoursup, mais mince, on est au 2e trimestre de terminale. Et donc on va recruter en revanche ces étudiants qui sont assez différents, et ça on y tient, mais un petit effectif. Et donc ces profs, en revanche, qui sont excellents, et c'est notre principal atout aujourd'hui, vont permettre avec un petit effectif de les accompagner au mieux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une grande différence sur une classe de 25 versus 60-70, comme ça peut être parfois, en termes de tout simplement, par exemple, correction des copies. On n'est plus là à juste noter les copies, la note n'a pas forcément d'importance. Enfin, la seule note qui a une importance, c'est celle du concours à la fin. Mais corriger et pouvoir vraiment avoir un accompagnement beaucoup plus personnalisé que ce qui peut se faire ailleurs. Donc si je récapitule avec mes mots à moi, c'est un jeune qui peut mieux faire, à qui on dit tu peux mieux faire, mais en fait c'est un bon point pour vous, parce que vous voyez la marge de progression. Des très bons profs. Ils viennent d'où vos profs ? Pourquoi est-ce qu'ils sont chez vous ? Pourquoi est-ce qu'ils viennent dans cette prépa-là ? Alors ça, faut leur demander, et je leur en suis évidemment très gré. En fait, pour échanger avec eux très souvent, la majorité disent qu'ils sont très contents de retrouver une atmosphère très individualisée, une proximité avec les étudiants qu'ils avaient peut-être et très souvent perdu, alors que c'est une des grandes richesses de cette filière qui est la classe préparatoire, qu'on oppose souvent à tort à la fac par exemple, où là pour le coup il y a vraiment ce sentiment de grands amphis, peut-être un peu moins personnel. La classe préparatoire a cet ADN là, mais qui s'est un peu perdu, et donc ils sont très contents de venir pour rejoindre l'aventure. En plus c'est dynamique, ça démarre, et donc normalement ils s'y plaisent tous amplement. Donc la première année, vous aviez des étudiants qui ont passé les concours et qui ont intégré des écoles. Là, c'est la 2e année. Il y en a qui sont encore là. Il y en a des nouveaux qui sont arrivés. Vous recrutez combien d'élèves pour l'année prochaine ? Bien sûr, ouais. Donc l'année dernière, il y a 13 étudiants qui ont passé le concours. Et là, donc cette année, on a 30 étudiants. On a 10 en première année et 20 en 2e année. Donc ils vont passer le concours cette année. L'idée l'année prochaine, c'est de recruter en première année 25 étudiants et d'en avoir environ 25 en 2e année. 2e année et Cube. Donc Cube, c'est ceux qui ont généralement dans d'autres prépas pas eu ce qu'ils voulaient le jour du concours et qui veulent retenter une 3e année. Je dis pas eu ce qu'ils voulaient parce qu'il y a un peu le mythe en prépa de se dire ah oui, mais prépa, si jamais je rate les concours, j'ai rien. C'est vrai dans d'autres filières, notamment médecine, où il y a vraiment ce côté un peu qui te double. En classe préparatoire, ECG en tout cas, il y a plus de place en école qu'en prépa. Donc après, chacun se fixe sa barrière là où il veut, et nous c'est vrai qu'on se positionne, et la culture qu'on essaye de donner, c'est quitte à faire une prépa, quitte à se lever tous les matins, quitte à travailler, à se dépasser, on va essayer ensemble de vous accompagner vers les meilleures écoles. Après, il n'y a pas du tout de prétention là-dedans, il n'y a pas de mauvaises écoles, etc. Mais nous on essaie de dire quitte à travailler, autant le faire pour la gagne. Est-ce que tous les concours et toutes les écoles leur sont ouverts, ou est-ce que en venant dans votre prépa, il y a des portes qui se ferment ? Il n'y a pas de porte qui se ferme par rapport à la filière. Donc en fait, ils peuvent présenter toutes les écoles de commerce. Ils peuvent présenter également l'ENS Cachan, l'ENSAE. Donc voilà, ils ont toutes ces portes ouvertes là. C'est celles qui sont classiques dans la filière ECG. Les seules portes, j'ai envie de dire, qui sont fermées en termes d'études sont les études vraiment scientifiques et biologiques, donc médecine et bio. En revanche, c'est vrai qu'il y a beaucoup de passerelles. Moi, j'ai beaucoup de copains qui ont fait ça après avoir intégré une école de commerce. Maintenant, de plus en plus, d'ailleurs dans les deux sens, vers les écoles d'ingénieurs. Donc soit directement en licence 3, soit en master 1, sur des formats de double diplôme qui sont très, très différents. Et donc voilà. Donc en termes de portes fermées, c'est vrai que c'est plutôt l'inverse en ce qui concerne la filière, c'est qu'on s'ouvre beaucoup de portes et qu'on s'enferme le moins possible avec cette formation assez exigeante et généraliste. Est-ce qu'en dehors du fait qu'il faut passer un concours pour intégrer les écoles, vous conseillez les étudiants que du coup vous connaissez bien sur telle école te correspondrait bien d'un point de vue ambiance, niveau, intérêt, formation ? Bien sûr, ça c'est vraiment quelque chose qu'on aborde avec eux beaucoup plus amplement au niveau de la préparation des oraux. Donc là, les concours écrits sont fin avril, ils passent, ça dure une dizaine de jours, c'est assez intense pour eux, on leur laisse évidemment le temps de souffler entre temps, et ensuite ils reviennent pour la préparation des oraux. Et là, on va beaucoup plus aborder ces thématiques-là, parce que dans toutes les écoles, il y a ce qu'on appelle l'entretien de personnalité. Pas se laisser avoir par le nom de l'épreuve, parce que c'est une épreuve assez normée et on n'est pas en train de juger la personnalité, mais on est en train de juger la capacité de l'étudiant à se projeter dans l'école. Et donc on va vraiment venir avec
donc l'expérience qu'on a, que les profs ont sur les différentes écoles, leurs différences, leur permettent de beaucoup mieux se projeter dans les écoles. Après, dans les faits, les étudiants prennent souvent la meilleure école qu'ils ont dans le classement SIGEM, qui est le classement qui fait référence, mais il y a quand même chaque année des choix qui peuvent être parfois étonnants pour d'autres, mais qui disent voilà, moi je veux aller dans telle école plutôt qu'une autre, y compris si elle est moins bien classée, parce qu'en fait il y a tel double diplôme, tel parcours, telle proximité avec ma famille, etc., etc. Chacun a ses raisons, mais donc ça existe aussi, et il y en a chaque année, et ça fait à chaque fois un peu des mois, les gens sont pas d'accord, mais pourquoi tu fais ça? Mais ça fait partie du folklore. Comment est-ce qu'on postule? Comment est-ce qu'on décroche le fameux entretien qui permet d'intégrer la prépa? Donc nous, on a un recrutement hors Parcoursup. On recrute en 2 temps. D'abord un dossier écrit où on a donc les 5 derniers bulletins et on prend 2 copies également. Ce qu'on lit avec grande attention dans le dossier parce que 2 copies de quoi? D'histoire géo? 2 copies rédigées, donc pas de maths, rédigées en conditions d'examen. Donc il y a histoire géo, philosophie, français, c'est des copies de première, mais on préfère des copies de terminale, SES. Et en fait, souvent, ça nous permet d'en savoir beaucoup plus sur le candidat qu'un bulletin, d'autant que maintenant on sait bien l'inflation des notes et qu'un 17 ne veut plus forcément dire grand-chose, ou qu'en fait, en fonction des établissements qu'on ne connaît pas énormément, enfin, on ne peut pas connaître tous les établissements évidemment. Donc en fait, savoir, en fait, on regarde même pas la note de la copie, mais lire une intro, voir la manière dont l'étudiant structure sa pensée, ses phrases, s'exprime à l'écrit, est-ce qu'il fait 2 fautes d'orthographe par ligne ou juste une petite coquille en page 2, ça en dit beaucoup plus parfois que le bulletin. Et donc en fait ça fait une première étape, c'est le dossier écrit, et si on a un avis favorable, on propose un entretien, et après l'entretien on est en mesure de dire oui, liste d'attente ou un refus définitif. Très bien, parfait. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées que demandent souvent les parents? Les parents ont souvent des questions qui sont très précises en ce qui concerne les choix d'options des étudiants en première ou en terminale en ce qui concerne la classe prépa, puisque c'est évidemment là où se catalysent un peu toutes les peurs de se fermer des portes. Donc on a beaucoup de questions concernant le niveau de maths, concernant la capacité à être en prépa, et sur les profils un peu ronronnants, disant où les parents peuvent déceler que oui, mon fils ou ma fille a des capacités, mais ici et jamais encore mis. Donc ça, c'est un peu les questions qui reviennent de manière récurrente. Sur les maths, nous on n'a pas de règles précises. Certains établissements vont dire s'il n'y a pas maths expert, nous c'est non. Nous on a fait le choix de ne pas définir de règles précises là-dessus. On a recruté, y compris cette année, des étudiants qui étaient en maths complémentaires, et là on est en train de voir avec une étudiante qui veut s'inscrire, qui a même arrêté les maths en terminale, et donc elle est venue vers nous très tôt dans l'année en disant voilà, j'adore votre message, j'adore ce que vous véhiculez, j'aimerais bien m'inscrire, cette filière m'intéresse, j'ai arrêté les maths, j'avais pas forcément un niveau horrible mais ça m'intéressait pas, j'avais pas forcément à ce moment-là en tête que je voulais faire une prépa. Et donc là, on est en train de l'accompagner avec le prof de maths pour lui faire un petit programme sur mesure de janvier à juillet pour qu'elle puisse un peu se remettre sur pied et au moins valider tous les acquis de la terminale en maths. Donc elle est top, elle est super volontaire, c'est une étudiante qui est assez autonome, c'est drôle. Oui, il y a ça. Et donc après les parents, les questions qu'ils posent, non, c'est surtout ça, c'est surtout des questions à chaque fois sur la spécificité de leur enfant. Voilà. Super, merci beaucoup Simon. Merci beaucoup d'avoir reçu. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.